les changements sont très rapides, on est amené à se poser la question, quelle formation mettre en place, pour quels besoins, pour quelle finalité? Donc notre réflexion va s'articuler autour de 3 axes. Donc comment faire en sorte pour que chacun puisse trouver une formation qui lui convienne pour un emploi et afin de pouvoir s'insérer dans la société. Ce sera le premier axe. Deuxième axe, l'écologie est un enjeu majeur de notre siècle. Pour réussir la transition écologique, des besoins nouveaux apparaissent en termes de métiers, de compétences. Pour ceci, quelle formation mettre en place? Il y a aussi l'intelligence artificielle qui va bousculer pas mal de choses au niveau des métiers. Et puis, troisième axe, quelles compétences développer pour amener les personnes à travailler ensemble sur un projet et faire face au changement et à la complexité. Donc pour ceci, nous avons 4 invités. Donc à ma droite, Fabrice Bloch, qui est cadre de l'INSEE et conférencier, et Laurent Vitou, qui est président bénévole de l'école de la deuxième chance à Lille. À ma gauche, Thierry Le Goisiou, théologien et directeur de l'ADAPI de la Nièvre, et Grégoire Frati, secrétaire général de la Fédération nationale des organismes de formation professionnelle. Alors, donc, je vais donner la parole déjà à Grégoire. Donc, vous êtes, comme je viens de le dire, la secrétaire générale de la Fédération nationale des UROF, tête de réseau national aussi pour les organismes de formation de l'économie sociale et solidaire. Et aussi, vous avez été membre de la Convention citoyenne pour le climat. Ce qui vous a amené, à la suite de ça, à vous engager plus fortement sur les questions environnementales et aussi questions de démocratie. Donc, Grégoire, à partir de votre expérience, qu'est-ce qui change dans les besoins et la manière de se former et d'apprendre? Et que voyez-vous comme enjeu à relever pour former tous les publics et construire aujourd'hui et demain? Merci. Bonjour à tous. L'éducation ne change pas le monde. L'éducation, elle change les personnes. Et ce sont elles qui changent le monde. Cette citation, c'est de Paulo Freire, pédagogue brésilien, père de la pédagogie et de l'émancipation. Donc moi, je suis une tête de réseau national d'organismes de formation, c'est-à-dire que je représente aujourd'hui 300 organismes de formation qui travaillent essentiellement sur la commande publique de formation professionnelle avec les publics très éloignés de l'emploi, les détenus, les migrants, les personnes en cassure professionnelle. Et aujourd'hui, moi, mon rôle, c'est de faire le lien entre la commande publique de formation et ces organismes de terrain qui œuvrent en bas des tours ou dans les territoires oubliés. Et je peux vous dire quelque chose, aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez compliqué. Parce que complexité budgétaire oblige, nous avons des organismes de formation qui ont une mission de service public qui ont du mal à tenir la fin du mois. Donc difficile d'engager les questions de fin du monde derrière. Moi, je vais, pour répondre à votre question, traiter de 3 enjeux que je vais prendre un petit peu en format poupée russe. Mon premier enjeu, ça va être de dire qu'on va devoir commencer à transformer notre outil de formation. Nous avons un outil de formation qui, aujourd'hui, affronte des transformations, et principalement 2. Elles ont été citées justement en introduction. Il y a la transformation technologique, qu'on connaît en fait, et qui n'est pas seulement liée à l'intelligence artificielle, mais qui date de l'apparition du e-learning, du distanciel qu'on a connu notamment pendant le Covid. On a l'intelligence artificielle qui est là aujourd'hui, donc on va devoir se transformer pour intégrer ces nouveaux outils de manière la plus humaine possible. Et on a une deuxième transformation qui, moi, on va dire, m'importe peut-être un petit peu plus, c'est celle de la transition écologique. Aujourd'hui, notre appareil de formation national n'est pas en capacité de répondre aux besoins de transformation écologique de l'ensemble de la société. Pour cet enjeu de transition écologique, on va devoir former des centaines de milliers de personnes chaque année, de la crèche à l'EHPAD. Sauf qu'aujourd'hui, l'appareil de l'État, l'ensemble des institutions qui financent la formation professionnelle ne se concentrent pas sur cette priorité qui pourtant, et toutes les études le disent, sont les enjeux de demain. Je vais prendre un exemple.
il y a le secrétariat général de la planification écologique qui nous dit que 90% des emplois de la transition écologique seront des emplois d'ouvriers et d'employés. Aujourd'hui, 60% du financement concerne des métiers Bac+5 à Bac+8. Donc il y a une totale inadéquation entre le fléchage des moyens et finalement les personnes qui sont au bout de la chaîne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut former des ingénieurs et des docteurs pour faire les avions verts, du nucléaire ou je ne sais quelle autre technologie, mais on ne pense pas à ceux qui vont ramasser nos déchets verts, à ceux qui vont rénover nos bâtiments. Et là, on va dire qu'il y a une nécessité du monde de la formation à se transformer et à se réinterroger face aux priorités qui vont être les nôtres dans les prochaines années. Donc ça, c'est mon premier gros enjeu. Je passais à l'enjeu du dessous, qui est en fait qu'on a tendance en France à être dans une forme d'adéquationnisme de l'emploi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut faire correspondre les besoins en formation avec les besoins en offre d'emploi. Je vais le dire autrement, on a 100 000 chômeurs, on a 100 000 places en restauration, on va envoyer ces 100 000 personnes en formation. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que les apprenants ne sont pas des personnes que l'on manipule, que l'on envoie et on ne peut pas leur donner d'injonction. S'ils ne veulent pas se former à quelque chose, ça ne marchera pas. J'ai quelques chiffres que j'essaye de vous retrouver qui disent que 65% seulement des stagiaires qui exercent dans le métier visé après leur formation. Un actif sur deux change de métier au cours de sa vie. 49% des difficultés de recrutement ne s'expliquent pas par des problématiques de formation, mais par des problématiques de conditions de travail et de salaire. Et une étude du CEREC récemment le disait, les parcours les plus efficaces combinent accompagnement personnalisé, compétences transversales et reconnaissance des aspirations. Aujourd'hui, on veut forcer des gens à rentrer dans des cases. Or, c'est pas comme ça qu'on va régler les problèmes de l'emploi. Et je vais reprendre mon exemple de la transition écologique, c'est de dire qu'on ne peut pas forcer les gens à prendre des emplois dans la transition écologique. Il faut leur donner envie, il faut les sensibiliser à la question. Il y a un chemin pour lequel on doit les accompagner. On ne peut pas simplement arriver avec une injonction de leur dire « vous allez vous former » et faites l'exemple autour de vous, dites à la personne « bon bah, on a besoin d'une personne qui peut être en recherche d'emploi, je vais décider pour toi quel emploi tu vas avoir ». Ça ne marche pas, c'est pas comme ça qu'on crée une société collective, humaniste, qui prend soin des uns des autres. Donc ça, pour moi, et pour nous, à notre fédération, c'est un véritable problème parce que, en fait, on déshumanise la formation. Et c'est une réponse peut-être un peu trop simple pour un problème complexe. Or, quand on cherche une solution simple à un problème complexe, généralement, c'est qu'on a mal compris le problème. Parce qu'il ne faut pas avoir peur de la complexité. Et la formation, l'éducation sont des problèmes complexes. La vie des personnes, l'accompagnement des personnes sont des problèmes complexes. Ça m'amène à mon troisième enjeu, j'essaie de faire vite parce que je sais qu'on a beaucoup à dire. Mon troisième enjeu, c'est justement comment est-ce qu'on accompagne ces personnes. Aujourd'hui, on a aussi un problème, mais vous verrez que je n'ai pas que des problèmes, j'ai également des pistes de propositions de solutions et tout ne va pas mal. Mais aujourd'hui, les personnes, encore une fois, quand on les a rentrées dans cet adéquationnisme, on en est où ? On en est avec des chômeurs de très longue durée, avec des personnes en total décrochage, des personnes qui n'arrivent plus à se réinsérer. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Qu'est-ce qu'on a envie de leur proposer collectivement pour leur redonner envie de se former et de s'insérer? Il y a plusieurs écoles et les institutions publiques aujourd'hui nous disent soit on les forme, soit ils n'ont plus de chômage et on les remet peut-être à la rue pour certains. Nous, ce que l'on propose, c'est différent. Et je vais vous donner l'exemple d'un projet que nous avons mené au sein de notre fédération, pour être très concret. C'est-à-dire qu'on a pris 600 personnes très éloignées de l'emploi. Mais vraiment, on est allé voir les boîtes d'intérim. On leur a dit, bon, vous, boîte d'intérim, vous êtes réputés pour prendre tout le monde en emploi, pour être magasinier, employé libre-service. Envoyez-nous ce que vous refusez. Donc les personnes vraiment très, très éloignées de l'emploi. Et bien ces 600 personnes, on les a prises dans nos organismes de formation. Et on leur a dit, qu'est-ce que vous aimez ? Moi, c'est le théâtre, moi, c'est la musique, moi, c'est l'écologie. Et ben, vous allez mener un projet par rapport à ce que vous aimez. On appelle ça, nous, un détour créatif. Et ce détour créatif, en fait, autour du théâtre, vous allez monter une pièce de théâtre. Donc, vous allez apprendre à faire un planning, à travailler en groupe, à lire, à écrire, à compter. Et en fait, les compétences professionnelles vont s'acquérir par rapport à ce que eux attendent, à ce que eux aiment. Et ça fonctionne. Et là, on a démontré avec ces 600 personnes qui étaient considérées vraiment comme des personnes qui ne seraient jamais employables, qu'avec ce parcours, on leur redonne confiance en elles,
On valide des compétences professionnelles et derrière, on les remet soit en formation, soit à l'emploi. Donc, ça fonctionne. On peut accompagner tout le monde. Personne ne doit être laissé au bord de la route. Et ça, c'est une conviction profonde qu'on a. Donc voilà, j'ai fait vite, j'ai donné mes 3 enjeux. Pour moi, le système de formation professionnelle doit pouvoir se transformer et se mettre en musique avec les transformations de notre quotidien. On doit pouvoir sortir d'un adéquationnisme qui déshumanise mais totalement la formation professionnelle. Et derrière, surtout, il faut écouter les apprenants, il faut travailler avec eux, co-construire avec eux. Ce n'est pas un mot idéologique, co-construire, c'est-à-dire qu'ils sont partie prenante, c'est eux derrière qui vont être au quotidien avec cette formation. Et je vais en finir par là, la formation, ce n'est pas quelque chose qui a une fin, c'est une formation tout au long de la vie. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on donne une formation qui dure 6 semaines à quelqu'un que derrière, toute sa vie va pouvoir travailler avec cette formation. On doit tous se former tout le temps. Et donc, on doit ne laisser personne au bord de la route. Et tout le monde est en capacité de se former. Je le disais plus tôt, j'aime beaucoup cette formule. Formons de la crèche à l'EHPAD sur toutes les compétences, qu'elles soient transverses ou qu'elles soient professionnelles. Voilà pour moi mes enjeux. Merci. Donc je relève là la reconnaissance des aspirations de chacun et puis le fait de former à partir d'un projet, un détour créatif, à partir de quelque chose qui plaît. Voilà, c'est là où on apprend le mieux. Alors je me tourne maintenant vers Laurent Vitou. Donc Laurent, vous êtes aujourd'hui président de l'école de la deuxième chance, Grand Lille. Bon, mais vous avez aussi fait toute votre carrière au sein du groupe France Télécom Orange, en Île-de-France et aussi dans les Hauts-de-France. Voilà. Mais bon, si on vous fait venir aujourd'hui, c'est plus pour votre mission à l'école de la deuxième chance, parce que donc là aussi, vous vous adressez à des publics éloignés de l'emploi ou des jeunes qui n'ont pas réussi à l'école. Donc justement, comment faites-vous à l'école de la deuxième chance? Que mettez-vous en place pour permettre à des jeunes de se former alors que l'école n'y est pas arrivée? Et quel changement percevez-vous dans les besoins, la manière d'apprendre? Merci Nathalie. Effectivement, l'école de la deuxième chance, j'allais dire, elle était assez précurseur puisque en fait c'est une idée qui est venue de l'Union européenne en 1995 à partir d'un livre blanc qui a été notamment relayé par Edith Cresson, qui était à l'époque commissaire européenne, et qui s'intitulait Enseigner et apprendre. 1995, la première école de la deuxième chance créée en France l'a été dans les quartiers nord à Marseille en 1997. Le réseau s'est mis en place à partir de 2004 et ici dans la région, l'école de la deuxième chance de Grand Lille est née en 2007 à Roubaix et s'est enrichi progressivement en 2010 d'un site à Lille et en 2011 de sites à Armentières et Saint-Omer. Aujourd'hui, l'école de la deuxième chance, c'est 40 salariés, c'est 600 jeunes accueillis chaque année et un budget, on va quand même parler d'argent, un budget de 3 millions d'euros par an, budget principalement public. L'école de la deuxième chance aujourd'hui, ce qui la distingue de différents dispositifs, c'est son taux de réussite. 60% de jeunes qui sont remis dans le circuit de l'emploi ou de la formation diplômante. Alors, c'est des chiffres qui peuvent apparaître assez sympathiques, mais comment on arrive à faire ça? Et d'ailleurs, à qui on s'adresse? Alors, on s'adresse déjà à des jeunes de 18 à 25 ans. Et comme l'a dit Grégoire tout à l'heure, c'est des gens qui sont restés au bord du chemin de la formation classique. C'est-à-dire que globalement, aujourd'hui, on retrouve énormément de jeunes qui sont sans diplôme, qui ont arrêté leurs études, souvent très tôt, et qui n'ont finalement pas de projet professionnel, mais je dirais d'une façon plus large,
pas de projet de vie. Pas de projet de vie. Et donc, pour nous, c'est d'aller chercher ces jeunes et de leur redonner en fait un certain nombre de repères de socialisation, d'échange avec leur père, et puis de leur indiquer que finalement, le travail n'est pas une contrainte, mais le travail n'est qu'un outil pour avoir une vie épanouie, on va dire ça comme ça. Alors c'est quoi l'école de la deuxième chance et c'est quoi notre modèle? C'est une formation qui va durer 9 mois au maximum, mais dans les faits, on constate que parce qu'on accueille des jeunes en permanence, on n'a pas une rentrée en septembre, on n'a pas une sortie en juin, on accueille des jeunes tout au long de l'année à travers différentes promotions. Eh bien, ces jeunes, en fait, on leur redonne confiance, on leur redonne des repères, on leur redonne des moyens de se repérer dans un monde, en fait, qui leur est complètement inconnu. Le monde de l'entreprise, pour un jeune qui parfois incarne la 3e génération de chômeurs familiaux, eh ben, finalement, ça ne veut rien dire, sauf à nous de leur donner des repères comme quoi bah, finalement une entreprise c'est pas quelque chose de tabou. Et pourquoi on arrive à les remettre sur ce chemin du monde de l'entreprise? Ben, c'est parce qu'on accompagne de façon personnalisée ces jeunes. Chaque jeune a un référent entreprise qui l'accompagne, qu'il rencontre une fois par semaine. Et ce jeune, en fait, il est accompagné parce que, globalement, à travers son parcours, eh bien, il va faire de l'alternance. De l'alternance entre de la remise à niveau sur ses savoirs de base, parce que, bien évidemment, quand on a quitté l'école à 14 ans, à 15 ans, ben, il manque de repères en français, en anglais, en maths, en numérique aujourd'hui, parce que c'est absolument nécessaire. Eh bien, ces savoirs de base, on sait lui inculquer. Et puis ben, effectivement, c'est également à travers des projets de resocialisation, des projets collectifs. Ça peut être des projets culturels, des projets sportifs, dans lesquels il va finalement trouver un lien avec ses pairs et le monde de l'entreprise, dans lequel il va s'insérer en fait une semaine toutes les 3 semaines. Et ces entreprises-là, ce pas des entreprises que l'école de la deuxième chance lui trouve. On n'envoie pas nos jeunes dans les entreprises. Les jeunes, finalement, décrochent leur téléphone, rencontrent les chefs d'entreprise et arrivent à trouver entre guillemets un stage de découverte de ce milieu qui est complètement inconnu pour eux. Alors bien évidemment, on les accompagne parce que vous imaginez bien que quand on est dans un monde aussi lointain que le monde de l'entreprise, c'est pas en décrochant le téléphone et en disant bonjour, je m'appelle Jordan et je voudrais faire un stage chez vous que on trouve immédiatement l'entreprise. Bien évidemment, mais par contre, on a des entreprises qui sont bienveillantes. On a des entreprises qui sont engagées à nos côtés. L'année dernière, c'est 1100 stages que l'on a fait pour l'école de la deuxième chance de Grand-Lille. 700 entreprises partenaires qui sont engagées au titre de la politique RSE pour essayer de faire bouger les choses au niveau de ces jeunes qui ne rentrent pas dans leurs critères habituels de recrutement. Combien d'entreprises aujourd'hui on retrouve avec pour tel poste, je veux un bac+3 avec tel type de formation, etc. Mais nous, ce qu'on dit à ces entreprises-là, et ce qu'elles entendent, c'est que finalement, dans chaque jeune, il y a des compétences qui sont existantes. Il y a des richesses qui sont inexploitées et que globalement, c'est à eux de faire mousser tout ça et de faire en sorte que globalement, ils viennent enrichir le tissu RH de leur entreprise. Donc ça, c'est excessivement important. Et donc, du coup, nous,
par rapport à, je dirais, à l'échec de leur éducation, qu'est-ce qu'on leur propose? En fait, on leur propose un parcours personnalisé, un parcours qui leur permet d'apprendre à connaître, d'apprendre à apprendre, d'apprendre à faire, hein, de travailler dans un domaine collectif, et puis surtout, de prendre confiance en eux. Globalement, combien de jeunes on accueille et dans les premières semaines, finalement, moi je prends souvent cet exemple-là d'un wagon qu'on remet sur les rails et qu'on pousse. Une fois que le jeune est sur les rails et que l'on pousse, finalement, eh ben ça avance, ça avance. Mais ce jeune qui était en quête de repères, en quête qui était effectivement très, très éloigné du monde de l'entreprise, quand on va lui donner des repères et quand on va le guider sur des rails, eh bien effectivement, il va avancer. Alors qu'est-ce que l'école lui offre? Elle lui offre son réseau. Bien évidemment, je vous parlais du nombre d'entreprises partenaires de l'école de la deuxième chance. C'est l'accompagnement également. Hein. Quand à ces jeunes, on leur donne un référent auxquels ils peuvent se référer régulièrement et poser toutes les questions. C'est un cadre aussi. Nous, les jeunes, ils ne viennent pas chez nous avec une casquette à l'envers. Ils ne viennent pas chez nous en short. Ils ne viennent pas chez nous, voilà. On leur donne un cadre dans lequel ils doivent s'habituer, parce que quand ils seront dans le domaine de l'entreprise, ben effectivement, ils n'auront pas leur casquette à l'envers, ils ne seront pas en short, ils ne seront pas... voilà. Donc, c'est déjà les habituer à un cadre qui sera qui sera le leur. Et puis, globalement, on est dans un cadre très bienveillant, parce qu'on sait que ces jeunes, ce sont des jeunes qui sont cabossés par la vie. Je ne vous citerai pas des exemples particuliers de jeunes filles qui ont connu des difficultés avec leur environnement, avec leur famille, etc. Voilà. Mais ces jeunes-là, effectivement, quand ils arrivent à exposer leurs difficultés, eh bien, nous, on les regarde non pas avec un regard critique et un regard défiant, mais un regard de bienveillance. Et puis, on se rend compte de plus en plus, parce que moi j'ai été bénévole dans cette école depuis 19 ans, et j'en suis le président depuis 9 ans, on se rend compte que les jeunes, ça a beaucoup évolué, le monde de la jeunesse a beaucoup évolué, et que globalement aujourd'hui, enfin moi il y a 10 ans, il y a 15 ans, je faisais des entretiens de recrutement pour recruter les plus motivés des jeunes, parce qu'on ne pouvait pas accueillir tout le monde. Alors qu'aujourd'hui, on voit bien que le rapport au travail de ces jeunes-là est complètement différent. C'est-à-dire que globalement, on vient à l'école de la deuxième chance parce qu'on en a entendu parler. On vient quelques semaines, on pousse la porte, et puis finalement, au bout de 2 jours ou 3 jours, on se dit, finalement, je sais que je peux gagner ma vie autrement, avec des méthodes qui ne sont pas forcément les plus honnêtes. Mais quand on a envie d'acheter une trottinette électrique ou un scooter, finalement, il faut trouver 3 mois pour récupérer un peu d'argent. Alors nous, bien évidemment, on les rémunère au titre du contrat emploi jeune à 500 ou 600 euros par mois. Mais 500 ou 600 euros par mois, c'est parfois ce qu'ils peuvent gagner en une seule journée avec des billets beaucoup moins honnêtes. Hein. Donc vous imaginez bien le travail qu'on a à réaliser pour les projeter dans la durée et non pas simplement sur le court terme. Et ça, c'est assez, en tout cas, prenant pour nous, et c'est assez motivant, en tout cas. Donc, aujourd'hui, effectivement, on est à des croisées de chemin. Le sourcing est de plus en plus compliqué, alors que globalement, on se dit que des entreprises peuvent recruter beaucoup de personnes, et vous l'indiquiez tout à l'heure, Grégoire.
Ouais, mais l'adéquation entre les différents profils et les emplois proposés, la frilosité aussi des entreprises à accueillir des profils qui soient différents, ça c'est aussi des choses sur lesquelles on travaille. La perception de la valeur travail aujourd'hui chez les jeunes et dans certaines catégories de jeunes, c'est vraiment aussi un point sur lequel il faut véritablement appuyer. Et puis il y a encore une fois le monde de l'entreprise qui, entre le discours RSE et puis la réalité des faits et des actes, doivent véritablement se révéler comme étant quelque chose de positif. Et puis je terminerai sur un coup de griffe qui est assez, je pense, généralisé parmi toutes les prises de parole qu'on pourra avoir aujourd'hui. C'est par rapport aux collectivités locales et par rapport aux services publics qui, globalement, aujourd'hui, considère que ce que l'on fait aujourd'hui globalement n'a pas besoin d'être rémunéré à la hauteur de ce qu'il est et qui continue à baisser les investissements, alors que finalement, et je le dirais très clairement, on fait le boulot de l'échec de l'éducation nationale, puisque globalement, si on récupère aujourd'hui des jeunes de 18 à 25 ans qui sont sortis du système scolaire, c'est parce que le système scolaire n'a pas répondu aux attentes de ces jeunes. Merci. Donc merci Laurent. Donc moi ce que je souligne donc c'est l'accompagnement personnalisé que vous mettez en place. Amener les jeunes à être quand même acteurs, ils vont trouver leur stage en entreprise, mais bien sûr vous les accompagnez. Et ce que je souligne aussi, c'est tout ce réseau d'entreprises partenaires. Voilà, parce que donc l'école de la deuxième chance donc s'appuie aussi sur un collectif beaucoup plus large. Voilà. Alors maintenant, je vais me tourner vers Fabrice. Donc vous êtes statisticien public, manager à l'INSEE. Donc vous êtes aussi formateur, conférencier. Voilà, et vous vous définissez comme spécialiste de l'agilité. Vous intervenez souvent sur la complexité. Donc le changement, bon, ça vous parle. Donc à partir de votre expérience, qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce qui change dans les besoins et la manière de se former, d'apprendre? Et comment former les personnes à pouvoir, après, sur leur lieu de travail, travailler ensemble et faire face à la complexité et au changement? Merci beaucoup. Oui, alors, donc effectivement, mon métier, c'est de former les gens à l'action. Mon public particulier, en général, c'est des décideurs, notamment des décideurs publics, on vient d'en parler, mais aussi des chefs de projet, globalement des porteurs d'initiatives. Mais comme je fais un petit peu le tour de beaucoup d'endroits, je me rends compte que la problématique est la même, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent me voir pour me demander comment on fait aujourd'hui pour prendre une décision, pour mener une initiative, c'est-à-dire un projet, et même pour mener une transformation. Voilà. Alors moi, je me retrouve avec des gens, alors je vais être un petit peu à l'autre bout du spectre, mais avec le même constat finalement. Je me retrouve avec des gens qui ont globalement fait des études d'ingénieur, qui ont globalement fait des masters, voire des doctorats, et puis qui se retrouvent en échec, globalement, parce que tout ce qu'ils ont appris à l'école ne leur sert absolument à rien. Et la première chose qu'il faut qu'ils apprennent, c'est à désapprendre ce qu'on leur a appris à l'école. Et globalement, quand j'attaque mes formations, c'est j'attaque par là. Alors pourquoi? Parce qu'on est aujourd'hui face à deux chocs majeurs. Le premier choc majeur, c'est celui effectivement de la complexité croissante du monde. Alors on parle d'un monde VUCA, je vais pas aller là-dedans, mais globalement, il y a des informations absolument partout. Et quand on doit prendre une décision, eh ben, on est face à une masse d'informations. Sauf que ces informations, elles sont en règle générale très ambiguës, très floues, très vagues. On ne sait pas trop ce qu'elles veulent dire, ce qui veut dire qu'on est absolument en incapacité, et on le sent bien sur nos décisions personnelles déjà, on est en incapacité de prédire quel va être le résultat de notre action. Et ça de plus en plus. Et quel que soit le niveau de l'action, on est incapable de prédire ce que va donner notre action. Et quand on l'a fait, eh ben on a des résultats. On s'attendrait à du noir ou du blanc et on a du gris.
Et même pour savoir si on a du gris foncé ou du gris clair, c'est extrêmement complexe aujourd'hui. Voilà. Donc la complexité du monde, elle est là. C'est-à-dire qu'on a des données, on est dans un environnement qui est très vague, très flou, globalement, les résultats qu'on arrive à produire, on est incapable de les prédire, et quand on arrive à quelque chose, on est incapable de dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Ça, c'est le premier choc auquel se heurtent tous les gens qui sont en capacité, ont devoir de prendre des décisions ou de mener des initiatives. Le deuxième choc, évidemment, c'est celui de l'IA générative. Alors, l'IA générative, parce que de l'IA, moi j'ai fait un doctorat en IA dans les années 90, c'est pas nouveau l'IA. Ce qui est nouveau, c'est l'IA générative, c'est-à-dire les moteurs genre ChatGPT. Ça, c'est globalement la fin 2022, où effectivement on a un choc lié à l'arrivée de ces IA génératives. Alors, certains auteurs disent que globalement, c'est le troisième choc après l'invention de l'écriture qui a créé l'histoire, parce qu'avant c'était la préhistoire, je vous le rappelle. Le deuxième choc, c'était l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. Et là, globalement, on est au troisième choc. Pourquoi? Parce que globalement, on a à portée de main un savoir qui est absolument infini. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on est passé d'une logique de rareté à une logique de profusion. Et notre problème, ce n'est pas de trouver suffisamment d'informations pour pouvoir décider, mais c'est qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? C'est ça notre problème aujourd'hui. Du coup, face à ça, globalement, les auteurs l'écrivent, le modèle d'éducation, le modèle d'enseignement, le modèle d'apprentissage qui était « je transmets, tu retiens », c'est le modèle de Jules Ferry. Globalement, le modèle de Jules Ferry est en train de mourir. Est-ce que c'est grave? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que nous allons passer sur un nouveau modèle, qui est un modèle d'une nouvelle ère, finalement. Une nouvelle ère qui est imposée par cette complexité du monde et par cette IA générative qui a envahi nos vies et qui a envahi complètement le monde des entreprises, hein, globalement. Faut faire le tour. Tout le monde se pose aujourd'hui, depuis 6 mois, 1 an, les mêmes questions. C'est globalement comment on va maîtriser ça, qu'est-ce qu'on va en faire et comment on va vivre avec. Ne pas se servir de l'IA générative dans le monde professionnel aujourd'hui, c'est un suicide. Alors, la première chose qu'il faut que nous changions, c'est qu'il va falloir apprendre à apprendre. Ça veut dire déjà que nous devons être en capacité de nous connaître. L'apprentissage, il va être de nature personnalisée. Je dois savoir comment j'apprends. Je dois savoir dans quelles conditions j'apprends, comment ça me motive. Le deuxième chose, c'est que du coup, et c'est la conséquence, l'apprenant va passer d'un statut où il est passif face à un apprentissage, quelqu'un sur une chaire. Je trouve que l'amphi représente très bien ça. Quelqu'un sur une chaire et des gens qui écoutent. On va passer à une logique où c'est l'apprenant qui va devenir acteur, voire auteur de son apprentissage. Et ça, de plus en plus. Ça, on s'en rend compte, c'est très clair dans les formations pour les managers. Mais c'est en train de dégringoler un petit peu partout. Les formations professionnelles pour adultes dans le monde professionnel se passent comme ça. Ça n'existe plus, les formations en chair. Donc ça veut dire que je suis responsable de ce que j'apprends. Je trouve ça intéressant par rapport à ce qui a été dit avant, et du coup je pense qu'on en parlera dans la suite. Ensuite, l'apprentissage, il va être collaboratif. J'apprends, en tant qu'être humain, je suis un animal hyper social. Ça veut dire que je construis ma réalité par les échanges que j'ai avec autrui. Donc ça veut dire que si je veux construire mon apprentissage, je dois échanger avec des gens. Je ne dois pas me nourrir. Piaget a montré, le constructivisme, ça passe par de l'échange, ça passe par la discussion. Je dois parler de ce que j'apprends avec mes pairs. C'est en remettant en cause ce qu'on me dit que du coup j'arrive à construire mes savoirs. L'apprentissage de demain, l'éducation de demain, doit apprendre à naviguer dans ce monde où l'information, elle est partout, mais elle est ambiguë, elle est peu sûre. Il faut apprendre à naviguer là-dessus. C'est une garantie de résilience dans le monde de demain, où chaque savoir
est extrêmement fragile et extrêmement daté dans le temps. C'est très volatile, les savoirs. Donc, jusqu'à quel point, là je vais jouer un tout petit peu la provoque, mais jusqu'à quel point c'est utile d'apprendre des savoirs? Ce qu'il faut apprendre, c'est comment qualifier ces savoirs. Est-ce que c'est les bons savoirs ou les mauvais savoirs? Ça, c'est utile. Mais est-ce que ça vaut le coup d'apprendre des savoirs sachant qu'ils seront plus valables demain? Cette agilité cognitive qui doit me permettre d'apprendre différemment selon les situations, évidemment, ça fait partie des choses extrêmement importantes. Mais pour moi, l'apprentissage fondamental de demain, c'est apprendre à désapprendre. C'est-à-dire que les certitudes d'aujourd'hui n'ont plus leur place. Il va falloir être en capacité, et c'est un gage de survie pour tous les gens qui travaillent en entreprise et ailleurs, dans l'administration, ce que vous voulez, c'est la capacité à remettre en cause, à avoir un regard critique sur son savoir, et se dire, ce savoir, il est désuet, il est plus valable, je dois le remettre en cause, je dois le changer. Et ça, c'est la compétence fondamentale de demain, apprendre à désapprendre. Du coup, j'en terminerai par là, l'enjeu, il est clair sur l'éducation nationale. C'est-à-dire que globalement, aujourd'hui, l'éducation nationale est un frein. Je le dis avec une pointe, je suis fils d'instituteur, donc je le dis avec très grande tranquillité, mais aujourd'hui, l'éducation nationale, c'est un frein, et elle n'est pas à la hauteur des enjeux de demain. Voilà. Donc moi, oui, je souligne, l'apprenant est vraiment au centre, acteur de son apprentissage. Voilà, et puis c'est vrai, apprendre à naviguer dans ce monde où les informations sont peu sûres, c'est quelque chose dont on parle beaucoup en ACI. Voilà. Alors, je me tourne maintenant vers Thierry Le Goisiou. Donc, vous êtes laïc, directeur général de l'ADPI de la Nièvre, et également docteur en théologie. Voilà. Et donc, dans les témoignages reçus, que voyez-vous comme enjeu à relever pour former tous les publics et construire le monde d'aujourd'hui et de demain? Merci Nathalie, chers amis. Bon, d'abord, j'ai un problème, c'est que mes lunettes, je les mets pour vous voir, mais je ne peux pas les mettre pour lire. Donc, je vais privilégier la lecture. Du coup, je ne vais pas vraiment vous voir. La deuxième chose, c'est que Nathalie m'a dit que c'était une université d'été, donc il n'y avait pas de dress code. Du coup, je suis venu en pantalon de marche et en t-shirt, mais d'habitude, j'ai une cravate, une chemise. Et la troisième chose, c'est que je suis venu de Nevers en passant par Nantes et je me suis trompé de texte. J'ai pris le texte sur l'incertitude et le pilotage de l'incertitude, et non pas sur apprendre à apprendre. Donc, cette mise en bouche étant faite, merci à mes trois collègues Grégoire, Laurent et Fabrice pour leur intervention et la qualité de leurs propos. Peut-être un mot sur mon métier, directeur général d'une association, d'un mouvement parental. Bon, certains d'entre vous connaissent certainement les ADAPI, APEI et autres papillons blancs. Il y a de très grosses associations dans le Nord et le Pas-de-Calais qui accompagnent tous les jours des personnes différentes. La question de l'apprentissage dans le monde du handicap ou du polyhandicap, dans l'autisme, c'est une question quasi métaphysique. Que peut-on espérer, pour reprendre la troisième expression de la critique kantienne, apprendre à quelqu'un qui n'est pas verbal, pour qui on doit changer la couche 6 fois par jour, qui bave, qui est nourri par sonde et qui est accompagné par des professionnels qui ont la plupart du temps des niveaux de qualification qui ne dépassent pas le niveau 5, c'est-à-dire BEP. C'est une question redoutable, parce que quand on écoute l'anthropologie du magistère et les convictions chrétiennes, les personnes différentes sont aussi à l'image de Dieu,
et même si ce que l'on craint et ce dont on a peur nous en éloigne, ils doivent, tout comme nous, participer à une forme de dignité générale. Donc, que peut-on espérer leur apprendre? Alors, on y travaille, mais d'une façon détournée. On est plutôt dans de l'heuristique, c'est-à-dire de la recherche et de la découverte. Et c'est avec des langages simplifiés qu'on arrive à comprendre ce qu'ils essaient de nous dire. Donc, si on est capable d'accompagner, de transmettre à des personnes qui sont très, très éloignées de nos systèmes de rationalité, on doit être capable de même de transmettre, d'accompagner à des personnes plus proches de nos systèmes d'échange, les jeunes des écoles de la seconde chance, les dirigeants perdus qui ne savent plus comment décider, ou les organismes de formation qui s'adressent à des personnes sortant de prison, donc très éloignées de l'état social. Alors, quand je fais la synthèse de ce que mes trois collègues ont dit, me vient à l'esprit un texte de Claire Marin, qui est une philosophe, qui va certainement raisonner des propos qu'ont tenus aussi Jean-Marie Petitclerc et Pierre Giorgini. Que dit Claire Marin? Je cite: « Il y a peu de domaines stables, solides, sur lesquels nous pouvons compter avec certitude. L'idée même de durée semble d'une autre époque. On valorise en permanence la flexibilité, l'adaptation, l'innovation, la capacité, et on regarde les parcours continus comme s'il s'agissait d'existences paresseuses ou trop prudentes. Il y a donc une espèce d'axiologie de la rupture permanente. Or, la durée, la continuité sont nécessaires aux relations qui construisent et qui réparent. On ne peut plus continuer à fragmenter et à accélérer sans cesse nos vies, et donc nos systèmes d'apprentissage. Il y a des relations fondatrices qui ne supportent pas la discontinuité et la multiplication des ruptures. Il y a des liens primordiaux qui doivent être préservés. Comment, dans un monde qui est sans cesse dans l'accélération, si on reprend le concept d'Hartmut Rosa, comment s'orienter dans l'existence sans repères fondamentaux? Je pense que ce que nous ont dit à leur façon Grégoire, Laurent et Fabrice s'inscrit dans cette réflexion de Claire Marin. Elle rappelle la nécessité d'une continuité, d'une inscription dans la durée, synonyme d'une construction de l'identité et de l'unité personnelle. Sans continuité, sans durée, il y a une dilution de l'identité et une fragmentation de la personne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'Action catholique des milieux indépendants, si je l'ai bien compris, j'étais animateur de l'Action catholique de l'enfance il y a 55 ans, donc j'ai une petite idée de ce que c'est, mais ça a dû changer. Ce mouvement de l'Action catholique des milieux indépendants est un mouvement militant, porteuse d'une parole publique et prophétique, dans le sens où elle annonce et en même temps elle dénonce, et donc par nature profondément synodale. Il me vient à l'esprit que l'année 2025 est une année jubilaire. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est une année jubilaire, c'est un processus ecclésial qui est récurrent tous les 25 ans et qui rappelle les fondamentaux de la foi chrétienne. Et pour 2025, voulu par feu pape François, le thème était « Pèlerin d'espérance ». Or, c'est bien faire acte d'espérance dans cette table ronde et dans cette salle que d'essayer de rendre compte de l'espérance qui nous habite, si on reprend la première lettre de Pierre. Et précisément, le pape François avait proposé en 2019-2020 un pacte éducatif global qui rebasait les fondements de la transmission, de l'apprentissage, de la pédagogie et donc au sens large de l'éducation. Je ne peux que vous inviter à relire ce document et les commentaires qu'en ont fait les différents dicastères, mais on voit bien qu'on a là une charte
et un cadre global qui permettent de poser les fondements d'une nouvelle vision éducative qui intègre l'ensemble des éléments qui ont été évoqués, l'incertitude du monde, sa volatilité, sa complexité, son accélération permanente, le fait que l'éducation nationale soit un frein. Ce n'est pas dit dans le texte de François, mais c'est peut-être sous-entendu. François qui a toujours prôné une théologie des frontières, aller là où on n'est pas à l'aise, sortir de nos habitudes, de nos zones de confort. Le pacte éducatif global participe de la même démarche. Il rappelle que la personne est et doit rester au centre, quelle que soit sa situation. Et il liste les différents courages qu'il faut aux pédagogues aujourd'hui pour relever les défis de la transmission et de l'apprentissage. Car lorsqu'on parle d'apprendre, et surtout d'apprendre à apprendre ou d'apprendre à désapprendre, on est dans une forme de métaméthode. C'est-à-dire qu'on prend du recul sur ce que l'on est en train de faire. Et aujourd'hui, le souci, c'est moins les contenus que la façon dont on les transmet. Ce qui d'ailleurs pose une question de transmission en tant que telle à l'Action catholique des milieux indépendants. Comment transmet-elle ses savoirs, ou plutôt ses convictions, et quelle parole publique est-elle en mesure de fournir? Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième, que j'ai perdu. Et le troisième prendra encore plus de recul sur ce qui vient d'être dit. Le troisième, c'est comment mettre en œuvre toutes les propositions et les suggestions attractives qui ont été formulées dans cette table ronde. Dans nos mouvements, la difficulté ne tourne pas autour du pourquoi. Les diagnostics, on les fait rapidement. C'est difficile de ne pas être d'accord et en général, ils sont convergents. Ce qui est plus compliqué, c'est le comment. Parce qu'une fois qu'on sait qu'il faut changer, on se déchire, on se sépare, on se fâche sur la façon dont on va s'y prendre pour changer. Et la convergence est difficile à maintenir. Du coup, lorsqu'on relit Hartmut Rosa, sa grosse brique sur l'accélération du monde, il propose, lui, une solution, parmi d'autres, qui consiste à laisser résonner les choses. Pour lutter contre l'accélération, il faut pratiquer une forme de résonance. Or, la résonance, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'elle nous oblige à ralentir, certes, mais surtout à s'ouvrir à l'espace du dedans. C'est-à-dire que le problème, comme on l'a rappelé très justement, n'est pas avoir de l'information, mais faire le tri dans cette masse d'informations. Donc il faut préalablement se déconnecter de l'extérieur et être capable de se reconnecter à l'intérieur. Cette reconnexion, Jean-Marie Petitclerc a dû vous en parler. Jean-Marie Petitclerc, c'est un Salésien dont le maître des novices s'appelait Xavier Thévenot. Xavier Thévenot a beaucoup écrit sur la relation éducative et la relation pédagogique en tant que Salésien de Don Bosco, dont c'est le charisme. Et il a toujours estimé qu'une relation éducative, alors une relation pédagogique, une relation de transmission, c'était toujours quelque chose qui relevait d'un schéma ternaire. Il y avait la personne qui transmet, le lacanien, le sujet supposé sachant, la personne dépositaire du savoir, même si ce modèle est de plus en plus contesté. Il y a la personne qui reçoit ses contenus, ses conseils, cet accompagnement. Et entre les deux, il y a un troisième tiers qui n'est pas une personne, qui est plutôt en quoi une relation, de quoi est faite une relation. Et Thévenot évoquait le principe d'une forme de mystère. Il n'avait pas peur de ce terme-là dans ses repères éthiques pour un monde nouveau qui date déjà de plus de 40 ans, en disant qu'il y avait une forme d'interaction et de subtilité entre deux êtres, l'un enseignant, l'autre enseigné, l'un éduquant, l'autre éduqué, qui construisait la réussite de la transmission. Et c'est cette capacité de mystère qu'il faut peut-être pouvoir retrouver et développer. Et pour finir, je vous invite à relire, si ce n'est déjà fait,
le chapitre 7 de la règle de Saint-Benoît, qui nous rappelle que le 2e degré de l'échelle de l'humilité, qui en compte 12, consiste simplement à accepter que le Christ vive en soi, et donc ne pas faire sa volonté, mais faire la volonté de celui que l'on accueille. Je vous remercie. Alors, quand nous avons préparé la table ronde, vous avez exprimé le souhait de pouvoir un peu interagir entre vous. Donc, je vais vous demander à chacun, dans les témoignages des autres intervenants, qu'est-ce que vous avez envie de souligner ou qu'est-ce qui vous a interpellé. Et on laissera du temps pour la salle aussi, parce que j'ai entendu aussi le souhait des personnes de pouvoir poser des questions et avoir des réponses. Alors bon, je repasse le micro à Grégoire. Merci beaucoup. Effectivement, je pense qu'on est en accord sur pas mal de points. Et donc, je vais essayer de gratter un petit peu, parce qu'il faut qu'on se trouve des points de discussion. Oui, je pense qu'on enterre l'école de Jules Ferry, mais je pense qu'on ne crée pas forcément quelque chose de nouveau. Je pense qu'on retourne à l'enseignement de Condorcet. Condorcet disait « La formation, ce n'est pas faire admirer les savants, c'est faire des hommes libres ». Je pense qu'on est là-dedans. C'est-à-dire qu'on retourne en fait à l'essentiel de ce qu'est l'éducation et la formation, c'est-à-dire faire des citoyens. Et en fait, on oublie un petit peu ce terme de citoyen, et je peux dire ça d'ailleurs avec ma casquette de citoyen tiré au sort. Je participe à la Convention citoyenne pour le climat, et en fait, on a oublié que cet échelon de l'individu, du citoyen, elle est importante, et qu'en fait, je pense que toute démarche d'éducation et de formation, ça doit commencer par là. Et c'est là où moi, je ne parlerai pas forcément d'échec, même si j'ai bien compris que c'était une petite provocation amicale. Je ne parlerai pas d'échec de l'éducation nationale, parce que pour moi, ils font partie de ce gros système qui a besoin de se restructurer. Mais je ne cible personne, ou alors je cible tout le monde. Parce que je pense que c'est un enjeu et un travail, un chantier collectif que l'on a, de repenser justement cette place de l'individu, de la réhumanisation du monde. On a parlé de désenchantement du monde, mais réhumanisons-le, notamment vis-à-vis des enjeux technologiques. Et je pense, et je le redis, c'est ma petite marotte, mais je pense que l'enjeu de la transition environnementale peut être cet enjeu de réhumanisation où on réinterroge la place du vivant, la place de l'individu, la place du citoyen vis-à-vis de ce qui l'entoure. Et là, on a des enjeux qui vont toucher tant à la compétence personnelle, à la compétence sociale ou à la compétence professionnelle. Et donc, je pense qu'il faut qu'on saisisse collectivement cet enjeu. Et aujourd'hui, je sens, et là, je vais faire un petit pas de côté, on sent un désengagement de la société en règle générale. Et je vais parler, même si ça a déjà été dit, du désengagement financier, institutionnel. L'éducation populaire, c'est-à-dire la formation, l'éducation tout au long de la vie, les camps de vacances, le centre aéré, l'aide à la personne, 17 milliards d'aides de l'État. Ça reprend 17 milliards d'euros pour 13% de l'emploi. L'entreprise privée, marchand lucratif, c'est 221 milliards d'euros d'aide. L'éducation populaire, elle a une mission de service public, elle a des contreparties sociales, elle doit former des gens, accompagner des publics, participer et faire ce que l'État ne veut plus faire. 17 milliards d'euros, 13% de l'emploi. L'entreprise, marchand lucratif, 221 milliards d'euros, je le répète, sans contrepartie, sans mission de service public, et donc pour 83% de l'emploi. Posons-nous les questions collectivement des priorités que l'on doit donner à ce qui compte vraiment, à ce qui compte, à ce qu'on a envie d'aider, de l'emploi non délocalisable au plus proche des territoires, qui accompagne les personnes. Là, je pense qu'on a un enjeu, quand on parle d'éducation, de formation, éduquer autrement, former autrement, posons-nous la question de savoir où est-ce qu'on veut mettre le curseur, où est-ce qu'on veut mettre nos enjeux, où est-ce qu'on veut mettre nos priorités. Et voilà, moi c'est un peu ma réflexion quand je nous entends, parce qu'effectivement, et vous l'avez rappelé, notre constat est partagé, c'est sur le comment qu'on se pose des questions. Voilà, moi, une piste de proposition de qu'est-ce qu'on doit faire collectivement. Je pense qu'on doit investir ce champ, ne pas l'abandonner, ne pas se dire que le social viendra plus tard.
les urgences ne s'opposent pas. Il n'y a pas d'urgence climatique sans urgence sociale. Il n'y a pas de fin du monde sans fin du mois. On ne doit pas les opposer. Au contraire, elles doivent se compléter, elles doivent co-construire. Et encore une fois, faisons avec et pour les individus. Voilà pour moi, pour ma petite réaction. Merci. Oui, Laurent. Moi, je voulais revenir sur l'agilité et la temporalité, parce que je pense que c'est quelque chose qui est excessivement essentiel, parce que, on l'a dit à plusieurs reprises dans cette table ronde, le monde s'accélère, le monde va de plus en plus vite, et il y a un système qui ne va pas aussi vite qu'on l'imaginerait, et je vais aller dans votre sens, c'est celui de la formation. Aujourd'hui, les entreprises, quand elles recrutent, et c'est bien elles qui sont au bout de la chaîne de la formation, et c'est pour ça qu'on se forme, c'est pour un projet professionnel, c'est pour trouver un travail dans lequel on va s'épanouir. Et bien, globalement, aujourd'hui, le temps de la formation n'est pas celui de l'entreprise. Et globalement, nous, à l'école de la deuxième chance, on essaye de répondre à ça à travers tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais à travers également la mise en place de filières. On sait qu'aujourd'hui, quand il y a une inadéquation entre la formation et le monde de l'entreprise, qu'est-ce que font les entreprises? Elles mettent en place des cursus de formation internes. Et nous, globalement, à l'école de la deuxième chance, on n'est pas un institut de formation. Mais on doit être la classe préparatoire, finalement, de ces formations à l'intérieur de l'entreprise. Et donc, tout le challenge qu'on a aujourd'hui avec les entreprises qui sont nos partenaires, c'est de créer des filières là où il y a des débouchés pour les jeunes, pour leur permettre d'acquérir demain les savoir-faire. Et nous, globalement, à l'école de la deuxième chance, on est dans les savoir-être. Donc dans la capacité de ces jeunes à pouvoir se préparer à des métiers. Et donc, effectivement, c'est une diversification par rapport à des choses que l'on faisait auparavant. Et c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. On a des filières numériques, on a des filières dans le monde de la logistique, des filières dans le domaine du je ne sais pas si j'ai dit déjà le numérique ou pas, numérique, dans le domaine de la boulangerie, de la pâtisserie, qui sont des domaines sur lesquels il y a énormément de débouchés, de la restauration, etc. Et donc, nous, on fait découvrir ces métiers-là et on fait prendre conscience à nos jeunes des contraintes de ces métiers-là, parce que bien évidemment, il y en a, mais également de la capacité de ces filières-là à les accueillir. Globalement, on sait bien que dans le système éducatif ou dans le système universitaire aujourd'hui, on forme des jeunes dans des filières sur lesquelles il n'y a pas de débouchés. Donc, bon, je parle là dans les filières universitaires sur des filières qui ne concernent pas forcément les jeunes que l'on accueille chez nous. Mais globalement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de jeunes qui ont une capacité d'adaptation, une agilité, un savoir-être qui va s'adapter en fait à un univers qui bouge tous les jours. Et ça, c'est cette classe préparatoire qu'on voudrait être demain et encore plus pour pouvoir s'adapter à un monde qui bouge et qui bouge à une vitesse grand V avec tous les outils qu'on a évoqués, l'intelligence artificielle ou la transition écologique, qui sont aujourd'hui des fondamentaux de tout emploi dans le monde de l'entreprise. Merci Laurent. Donc, Fabrice. Bon, je vais arrêter de taper sur Jules Ferry. Bon. Il avait raison en son temps, parce qu'il y avait tout un tas de mouvements, enfin les
les paysans, voilà, c'était un mal. Non, mais il répondait à son époque. Je veux dire, il y avait des paysans qui arrivaient en ville et il fallait très vite les mettre dans les usines, hein, globalement. Du coup, une industrialisation de l'école. Et l'école de Jules Ferry, c'est ça, une industrialisation de l'école afin de remplir les usines. Sauf que c'est plus le besoin d'aujourd'hui. Le besoin d'aujourd'hui, ce que réclament les entreprises, c'est ce qu'ils appellent des profils en T. Alors, c'est quoi un profil en T? C'est quelqu'un qui a une expertise quelque part, mais qui a, donc ça c'est la barre du T, la barre verticale du T, mais qui a une compétence, c'est un T inversé, mais qui a des savoirs sur à peu près tout, sur tous les domaines, et qui est capable de parler de chacun de ces domaines. Et en plus, donc ça, c'était le modèle des années 2010 et même du début des années 2020. Et maintenant, ce qui est recherché, c'est même le profil en M, c'est-à-dire plusieurs expertises. Par exemple, le numérique ne doit pas être seul. Enfin, aujourd'hui, tout le monde fait du numérique. Si vous sortez de l'école et vous ne faites pas du numérique, je ne sais pas comment vous avez fait. Mais enfin, voilà. Donc globalement, ce qui est recherché aujourd'hui, ce sont des profils en M, c'est-à-dire des gens qui ont plusieurs expertises particulières et en plus des compétences transverses et des compétences, des savoir-être et tout ça. Et effectivement, c'est ça. C'est ça qu'il faut former aujourd'hui et qu'il faudra surtout former demain parce que le besoin, il est là. Et si on ne forme pas nos jeunes et les jeunes générations qui arrivent à ça, on les envoie au casse-pipe. Et globalement, moi, ce que je connais le mieux, c'est les métiers de l'informatique. Déjà parce que c'est ma formation initiale. Et puis globalement, ça fait 25 ans que je travaille dans une DSI, donc je vois à peu près ce que c'est. J'en ai vu l'évolution. Et globalement, aujourd'hui, quelqu'un qui sortirait d'une formation d'ingénieur, mais qui serait incapable, de sortir de sa technologie, il ne sera pas employé. Aussi bon, aussi major de promo soit-il, il ne sera pas employé. Merci Fabrice. Donc, bon, là est venu le moment des questions avec la salle, donc n'hésitez pas. On a eu le film Demain, dont on a beaucoup parlé. Et dans ce film Demain, il y avait l'exemple d'une école finlandaise où les enfants mangeaient avec leurs enseignants. C'était des groupes de 15 gamins à peu près. Mangeaient avec les enseignants. Il y avait vraiment une recherche de bienveillance. Des gamins qui apprenaient à utiliser des marteaux, à faire du jardin, à construire des choses. La classe se terminait systématiquement en balayant la classe, en la rangeant. Et évidemment, il y avait aussi de l'enseignement de mathématiques, etc. Mais il y avait un enseignement qui était global. Et je pense qu'en fait, aujourd'hui, on a besoin que tous les enfants, garçons, filles, puissent savoir faire de tout. Et voilà, comment, enfin, cette expérience, le film Demain, c'est même quelque chose qui a été regardé par beaucoup de personnes et qui a éveillé nos consciences à des questions d'écologie aussi, évidemment. Mais je trouve qu'il y avait là-dedans la question de l'éducation. Et vous parlez de l'éducation nationale comme étant aussi un gros bateau à faire bouger. Mais je pense qu'il y a des expériences qui existent déjà et sur lesquelles on peut s'appuyer. Voilà, c'est une première chose. Et l'autre chose, on a 3 jeunes, nous, l'aîné à 30 ans, le dernier 25. On a toujours beaucoup insisté sur les expériences. C'est ce que je fais écho à ce que vous venez de dire, les expériences parallèles. C'est-à-dire qu'en fait, l'école formate les enfants à être tel diplôme, tel machin, tel truc. Mais en fait, on se rend compte que les employeurs, ce qui les intéresse, c'est ce qu'il y a à côté. En fait, et je pense que c'est un appel à dire aux jeunes aujourd'hui, quand vous avez eu une expérience dans un mouvement d'église ou dans un engagement de quartier, vous avez été babysitter, vous avez été, écrivez-le. Enfin, vraiment, parce que c'est ça qui fait la différence, parce que tous ils sortent avec un diplôme d'ingénieur ou de manutentionnaire, etc. Mais la différence, c'est vraiment la colonne parallèle. Ce que je suis surpris, c'est qu'on n'a pas du tout parlé dans les changements, du changement du métier concernant l'enseignant. Parce que comment parler d'apprentissage, de contenu des savoirs, sans parler des transformations, me semble-t-il, auxquelles le métier d'enseignant est appelé, et j'aimerais pouvoir avoir quelques éclairages là-dessus. Moi, ce que je voudrais rajouter, c'est quelle est la place de l'enseignement catholique, quelle est la plus-value que l'enseignement catholique peut apporter. Moi, je me rends compte que
dans le cadre des apprentissages, les vieilles personnes comme moi doivent apprendre à se servir d'Internet. Et alors je trouve qu'il y a vraiment une dictature de l'administration qui nous fait un peu mourir avant l'âge. Parce que si on n'avait pas ces petits-enfants qui gentiment nous disent d'ailleurs « Attends, tu fais ci, tu fais ci, tu fais ci ». Oui, merci beaucoup Augustin. Mais j'ai même pas eu le temps de noter. Bon, alors je trouve que ce sont vraiment, c'est nous demander beaucoup. Et je parle pas en mon nom, j'ai des petits-enfants qui m'aident à m'en sortir. Mais bon, c'est une question. Par ailleurs, désapprendre, je me demandais si ça ne concernait pas aussi l'Église, qui quand même nous a longtemps fait avaler des couleuvres, hein, avec des mystères, avec des choses abracadabrantes qui ne respectaient pas notre intelligence. Et notre intelligence contemporaine ne s'en satisfait plus. Et je ne sais pas, mais je me dis, l'homme contemporain, il est toujours en train de dire mea culpa, mea culpa, mea culpa. Il dit aussi j'implore, je supplie, on se couche tout le temps. Et j'avoue que je n'entre plus du tout dans ces schémas-là. Bon, voilà. Il me faut un peu de courage pour le dire parce que j'aime beaucoup l'Église. Voilà. Bon. Merci beaucoup pour ces questions. Je ne vais pas répondre à toutes les questions pour laisser de la place à mes collègues. Moi, je vais faire une première petite remarque sur votre intervention, madame. Effectivement, on a beaucoup à dire à nos jeunes, mais pas que à nos jeunes. Ça, c'est mon petit pas de côté, encore une fois. Les problématiques d'emploi, d'insertion, d'apprentissage ne concernent pas que les jeunes. Attention à ce focus, parce que les jeunes sont effectivement un public que l'on doit accompagner, que l'on doit conseiller, mais on a également des personnes plus âgées qui ont besoin d'être accompagnées. Ça rejoint votre intervention, madame. Moi, je vois dans nos structures, on fait beaucoup d'accompagnement à l'illettrisme et à l'électronisme. Et ben en fait, ce sont des choses qui concernent des gens de tout âge. On a des gens qui travaillent depuis 30 ans, qui ne savent toujours ni lire ni écrire. Et ben il ne faut pas les laisser de côté. Il faut faire cet apprentissage tout au long de la vie. Il faut accompagner, il faut former, et il faut que la société soit beaucoup plus inclusive. Et là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec vous. Eh ben non, absolument pas. Il n'y a pas de problématique de cet aspect, même si on retrouve quand même des chiffres qui ciblent vers des catégories de population. Néanmoins, ces problématiques d'électronisme ou d'illettrisme, on les retrouve partout. Et c'est pour ça que moi je dis attention, ne focalisons pas que sur les problèmes d'apprentissage pour les jeunes, ne soyons pas que éducation nationale, mais regardons l'ensemble de la population. Et moi je vais répondre à votre question sur changer les formateurs, parce qu'effectivement c'est une bonne question. Et en fait, c'était ma première poupée russe. Je suis passé très vite dessus, mais je peux en dire un petit mot. Je vais prendre un exemple. À la Convention citoyenne pour le climat, ça c'est un exemple qui était autre, on a obtenu que dans le préambule du Code de l'éducation soit instauré le fait qu'il y ait une formation obligatoire au développement durable. Chouette, on l'a obtenu dans le Code de l'éducation. Sauf que derrière, 0 € ont été consacrés à la formation des enseignants sur ces thématiques. Conséquence de cela, ça fait 5 ans, quel constat on peut faire sur l'éducation au développement durable dans l'éducation nationale? Il y a des gens qui étaient formés par ailleurs, sur les à côté, qui ont pu monter des projets, qui ont pu faire bouger des établissements, mais si on regarde les grandes masses, on n'est pas arrivé aux objectifs qui étaient fixés, et qui sont pourtant dans le Code de l'éducation, dans le Graal de l'éducation nationale. Donc oui, on a un enjeu d'investissement dans les compétences des formateurs, dans la transformation des formateurs. On ne peut pas former des apprenants sans avoir transformé les formateurs et les enseignants. Là, pour le coup, c'est quelque chose dont je suis totalement convaincu. Mais cet investissement initial, il doit être fait. On doit les former, on doit se sensibiliser. Et c'est pour ça que je parlais de ma première poupée. On doit transformer l'ensemble du monde de la formation et de l'éducation pour pouvoir arriver à avoir quelque chose de pertinent qui répond aux besoins des entreprises, aux besoins des financeurs et des institutions publiques et aux besoins des apprenants derrière. Et pour ça, effectivement, on a cette petite clé de voûte qu'il faut accompagner et pour qui il faut donner des moyens et du temps. Et ça, malheureusement, on ne le prend pas, on l'oublie. On a tendance à dire « c'est inscrit dans le texte, donc c'est fait ». Mais en revanche, non, on le voit. Éducation et développement durable, aujourd'hui, dans les milieux scolaires, on l'attend toujours. Alors du coup, moi, je vais répondre aux mêmes personnes. Globalement. Alors, effectivement, sur les pédagogies nordiques, c'est très juste. C'est pas la peine d'aller aussi loin parce qu'il y a aujourd'hui en France des écoles qui fonctionnent exactement sur ce principe-là. C'est les écoles Montessori et c'est les écoles Freinet
qui sont effectivement dans cette logique d'apprentissage collaboratif et le fait que on rend les enfants acteurs de leur apprentissage. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, effectivement, ce qui est intéressant, enfin, je le dis très, très clairement sur pour les ingénieurs en informatique, les diplômes, on s'en tape. Enfin, moi, j'en recrute. Je passe mon temps à recruter tous les ans. Les diplômes, on s'en tape. Globalement, ils sont la marque, effectivement, qui a un certain niveau universitaire. Du coup, ils ont survécu à l'université pendant 5 ans. Donc, rien que ça, déjà, c'est une belle preuve de résilience. À l'université ou aux grandes écoles. Donc ça, c'est une belle preuve de résilience. Après, le contenu, mais je ne pose absolument aucune question sur le contenu. Je m'en fiche royalement. Parce que globalement, ce qu'ils ont appris est désuet. C'est fini. Ça n'a plus d'intérêt, globalement. Simplement, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils ont retiré de leur apprentissage. Ils ont appris tel ou tel langage de programmation, super. C'est probablement pas celui-là qu'on utilisera aujourd'hui et encore moins demain. Mais par contre, est-ce qu'ils sont en capacité d'apprendre un nouveau langage et de l'utiliser demain? Et effectivement, je suis tout à fait d'accord. Ce qui est intéressant, c'est ce qui est dans les petites lignes à côté, parce que c'est ça qui fait la personnalité des gens. Et ce qu'on recrute, c'est pas un profil, c'est pas un diplôme. En fait, on recrute quelqu'un. On parlait de l'humain tout à l'heure, de l'humanisation du truc. Et globalement, ce qu'on recrute, c'est un humain, et c'est pas à travers le diplôme qu'on va pouvoir juger de quel humain on a en face de nous, mais c'est bien sur les trucs qui sont à côté. Donc c'est tout à fait juste. Alors, sur le métier d'enseignant, je ne vais pas en dire grand-chose, sauf que effectivement, moi j'ai beaucoup de respect pour les enseignants qui arrivent à faire des initiatives dans un cadre que je ne qualifierais pas d'agile. Voilà. Moi, je voulais juste rebondir sur ce que vient de dire Fabrice sur les recrutements. Combien d'appels à candidature aujourd'hui font appel à des profils singuliers? Aujourd'hui, on regarde ces appels à candidature, c'est Master 2, diplôme d'ingénieur, etc., etc. Aujourd'hui, aucun appel à candidature ne fait appel au savoir-être et il ne fait appel qu'au diplôme et au savoir-faire qu'on a acquis. Donc il y a aussi un changement culturel à avoir au niveau des entreprises. Je le disais tout à l'heure et je le répète maintenant. Encore une fois, il faut aussi que chez les DRH, on change de la culture du recrutement. Parce que globalement, on n'ira jamais aller chercher quelqu'un qui a abandonné ses études à 16 ans et qui est peut-être plus performant que quelqu'un qui a un bac+5. Voilà, et ce qui est un peu dommage. Donc ça, c'est juste une première remarque. La deuxième remarque, c'est sur l'électronisme. Et un pas de côté, je reprends ton expression, Grégoire. C'est pas parce qu'on est expert en TikTok ou en Instagram qu'on est expert en numérique et en intelligence artificielle, quoi. Et donc aujourd'hui, je pense que notre génération, elle est peut-être un peu plus performante sur le numérique et sur l'intelligence artificielle que ces jeunes qui passent 7 heures de leur temps à publier sur TikTok des choses insignifiantes. On va reprendre peut-être une ou deux questions. Je me permets de prendre la parole parce que je suis un petit peu agacée par ce que j'ai entendu cet après-midi. D'abord parce que j'ai travaillé pendant longtemps au développement du management pour une entreprise qui s'appelle Hewlett-Packard. Et j'ai recruté également beaucoup d'ingénieurs informaticiens, électroniciens. Et en fait, et également en France et dans les pays anglo-saxons. Et je voudrais défendre un tout petit peu l'éducation nationale en France, parce que l'option du Hewlett-Packard à l'époque, et ça fait une trentaine d'années quand même, était de favoriser la culture générale. Or, l'éducation nationale en France, par rapport
aux universités anglo-saxonnes favorise beaucoup la culture générale. Et par exemple, l'option, donc je travaillais dans une entreprise qui avait tous les niveaux depuis l'opérateur de production jusqu'au manager international. Et les philosophies étaient pour les opérateurs de production de ne pas recruter en dessous du niveau bac. Et donc c'était pourquoi ? Parce qu'en effet, un des bons côtés de l'enseignement en France, c'est quand même effectivement une culture générale où on apprend éventuellement la philosophie, l'histoire, le latin, etc. Et que, comme disait le général de Gaulle, l'art du management, c'est surtout la culture générale qui fait de bons managers, et c'est aussi la culture générale qui fait de bons employés, de bons ouvriers, parce qu'on savait justement que le changement, parce que c'est déjà un truc qu'on disait il y a 40 ans, je suis désolée, mais il n'y a rien de neuf, on disait il n'y a qu'une seule chose dont on peut être sûr, c'est que plus rien n'est sûr, donc c'est pas nouveau quand même, hein. Et ce qu'on disait, c'est que si on recrute à un bon niveau, donc en particulier niveau bac pour les opérateurs de production et double formation ingénieur MBA en gros pour tous les ingénieurs, informaticiens, électroniciens, on était sûr que c'était des gens qui savaient évoluer parce qu'ils avaient appris à apprendre, ils avaient appris à chercher l'information, à aller dans une bibliothèque, etc. Donc voilà, c'était juste un mini plaidoyer en faveur de l'éducation nationale en France. La question de madame sur qu'est-ce qu'on apprend finalement dans nos églises. Nous, on a la chance d'être en ACI et c'est quand même vraiment une démarche qui, je suppose, pour beaucoup, puisqu'on est là, nous a apporté bien des choses et qu'on pourrait mettre dans un CV sans problème, hein. Mais honnêtement, quand on voit le temps qu'on passe sur des choses du culte dans les églises, même encore en 2025, on peut se demander si c'est un bon apprentissage et un bon développement de nos compétences en matière de foi. Oui, bonjour, Jean-Robert de Pasquale. Donc, j'étais directeur de la formation professionnelle au Conseil régional Champagne-Ardenne et donc j'ai soutenu à l'époque les écoles de la seconde chance et leur développement sur Châlons et ailleurs, dont la présidence du réseau à l'époque de l'E2C. Mais moi, ce que j'avais retenu dans le discours de l'E2C, c'est de dire que la réussite de l'école de la seconde chance, c'est quand elle arrêtera d'exister. C'est-à-dire que l'éducation nationale aura été capable de s'hybrider et de transférer ses compétences. Or, je n'ai pas retrouvé ça dans votre discours, c'était mon premier point. Et je pense qu'il y a des choses qui se font, puisque je suis passé après sur la direction de l'éducation sur la région Grand Est, et il y a des développements de micro-établissements. Je trouve que ces micro-établissements qui sont dans les lycées professionnels ou dans les lycées généraux, qui permettent à des personnes qui ont dû arrêter leur bac pour des raisons de rupture familiale, de maladie, donc 6 mois, 1 an, de reprendre leurs études. Et ils reprennent des études, donc 6 mois, 1 an, voire 2 ans ou 3 ans après avoir arrêté pour des questions de rupture de vie, et les taux de réussite sont à 80, 90%, voire 100%. En reprenant des méthodologies d'individualisation des cours, avec un travail d'auto-formation qui est fait, et on retrouve là une hybridation de ce que peut faire la formation professionnelle continue à l'éducation nationale. Je ne sais pas, je pense que c'est une voie de réussite. Et sur le deuxième point, qui est la question de l'argent, les collectivités locales sont soumises à des contraintes budgétaires fortes, et je trouve que c'est plutôt un pas fort qu'avaient fait les collectivités locales d'essayer d'aider aux personnes qui ont décroché scolairement de revenir par le système de la formation professionnelle. C'est un investissement énorme, mais je pense qu'il y a un moment où il faut penser à la transformation même du système éducatif et de l'éducation nationale pour que enfin l'école à seconde chance s'arrête et que l'éducation nationale puisse faire pleinement son boulot. Ouais, je veux bien répondre là-dessus, je suis complètement d'accord avec vous, hein.
J'allais dire ma finalité, c'est pas d'exister. Ma finalité, c'est de répondre effectivement à une problématique qui existe. Depuis la création des écoles de la deuxième chance, c'est quand même 180 000 jeunes qui ont été accueillis. Rien que sur l'école Grand Lille, c'est 7 000 jeunes, avec les chiffres que j'ai cités tout à l'heure de retour à l'emploi. Bien évidemment, ce que vous citiez également des cas particuliers des échecs au bac et de la reprise, c'est ce qui fait baisser la moyenne des 9 mois d'accompagnement que l'on peut avoir en théorie et qui se transforme finalement en 4 mois et demi. Quand on a un jeune qui est motivé, quand il y a un jeune qui est arrêté pour des raisons X ou Y et pas pour les raisons les plus extrêmes que j'ai citées tout à l'heure, bien évidemment, c'est d'autant plus facile de lui donner des repères et de le remettre dans le circuit de la formation diplômante ou dans le circuit de l'emploi. Et ça, on est tout à fait, je dirais, réactif et en capacité d'accompagner facilement ces jeunes. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est pas la réalité. Enfin, ce que vous citez n'est pas la réalité. Il y a 10 ans, je faisais des entretiens de recrutement parce qu'on n'avait pas assez de place et on recrutait les plus motivés des jeunes. Aujourd'hui, dès qu'il y a un jeune qui passe le nez par la porte, on le prend par les narines et on l'attrape et on ne le lâche pas. Il arrive le mardi en réunion d'information parce qu'il a été envoyé par un copain, par un cousin, etc., ou par une mission locale. Le mardi, on lui fait une information sur le bien fondé de l'école et sur la capacité que l'on a à l'accompagner dans son projet de vie et projet professionnel. Le jeudi, on l'accueille pour signer son contrat de formation professionnelle et de contrat emploi jeune. Il y en a déjà 30% qui ne viennent pas entre le mardi et le jeudi. Et le jeudi, pour ceux qui ont signé et qui, on leur dit, c'est le lundi que vous commencez, eh bien, il y en a encore 30% qui ne viennent pas le lundi. Donc, quand je disais tout à l'heure que la relation au monde du travail, elle a quand même fortement évolué et que globalement, aujourd'hui, on n'est plus comme la valeur qui est nécessaire pour assurer un projet professionnel et un projet de vie qui soit cohérent, on est là aujourd'hui. Donc, on doit assumer et on doit prendre en fait des jeunes avec un niveau d'engagement qui est beaucoup plus faible aujourd'hui qu'il n'y était il y a 10 ans, avec la nécessité que l'on a de la part de nos salariés, on a 40 salariés sur l'école de la deuxième chance de Grand Lille, un engagement beaucoup plus ferme pour faire en sorte que ces jeunes reviennent à un niveau qui soit en capacité de pouvoir être positif. Quand je dis aujourd'hui qu'on a 60% de sorties positives, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui qu'il y a 10 ans, quoi. Donc voilà. Après, les collectivités locales, bon, on sait bien les contraintes auxquelles elles sont confrontées aujourd'hui. Voilà, on espère pouvoir faire aussi bien. Et aujourd'hui, c'est 5 000 ou 6 000 euros d'engagement que l'on a pour chacun des jeunes aujourd'hui, c'est autant de moins que la société aura à mettre de moins en chômage ou en autre. Voilà. Et ça coûtera certainement beaucoup plus cher sur la durée que cet investissement sur quelques mois. Merci. Donc, je vous passe le micro. Certes, l'Église, dans sa mission, transmet des contenus. Mais sa première mission, c'est d'annoncer une bonne nouvelle. Et quand on relit Balthazar, il y a bien une évidence objective et une évidence subjective de la foi. L'évidence objective, c'est à quoi je crois, et l'évidence subjective, c'est comment je crois. Et à mon sens, quand les contenus l'emportent sur l'annonce de la bonne nouvelle, on fait fausse route. Au fond, l'Église n'a qu'un seul message. Elle témoigne d'un tombeau vide. Et elle continue de témoigner à travers les siècles d'un tombeau vide. La question herméneutique derrière, qui est où est passé Jésus, en quoi est-il devenu Christ, c'est ça sa mission.
Alors après, on peut débattre sur le dogmatisme, sur les contenus, sur les différentes disciplines théologiques. Il y en a plus de 18 qui sont enseignées, ne serait-ce que dans cette faculté. Mais tout ça ne concourt qu'à une seule chose, l'annonce de la bonne nouvelle évangélique. Et le pacte éducatif global du pape François le rappelle. D'ailleurs, ce pacte, il se diffuse et il s'illustre dans les différents propos qui ont été tenus ce soir. Lorsque Grégoire parle de la sortie de l'adéquationnisme, il montre bien qu'il faut avoir le courage de s'engager dans des relations asymétriques, sortir des cases et sortir des normes pour s'ouvrir à la nouveauté, à l'incertitude et à la curiosité. Quand Laurent valorise le rôle des entreprises, c'est ce que Jean-Marie Petitclerc a développé dans sa stratégie d'alliance. Faire alliance avec des entreprises et non pas les voir comme des êtres immondes, ça permet de développer des liens et surtout de valoriser et de donner des chances à des gens qui n'en ont aucune. Et quand Fabrice nous dit, dans une telle profusion d'informations, il faut arriver à se dire et à discerner qu'est-ce qui compte vraiment, ça revient à dire il faut rendre agile l'agilité. De la même manière que dans le monde du handicap ou dans le monde sanitaire, il faut prendre soin du soin. Parce qu'il y a ceux qui prennent soin, mais qui prend soin du soin lui-même. Et du coup, pour conclure, j'ai envie de vous donner la définition que proposait Tillich du courage. Elle va vous paraître un peu décalée, mais vous avez compris que mon propos en règle générale est décalé, donc vous ne serez pas surpris. Le courage pour Tillich, donc grand théologien protestant, c'était la chose suivante, c'était accepter d'être accepté, même si on se sent inacceptable. Il faut lire la phrase jusqu'au bout. Accepter d'être accepté, ça va encore, en dépit du fait que l'on puisse se sentir inacceptable. Les jeunes de la seconde chance, ils se sentent inacceptés. Les ingénieurs, ils ont du mal à trouver leur place dans l'entreprise et les organismes de formation ne sont pas dans les circuits de financement. Donc on est bien dans les frontières, là où nous appelle le pape François et là où continue de nous appeler le pape Léon XIV.